Bonjour, bienvenue sur Cyber Anonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau télécommunications et intelligence artificielle. Nous y voici maintenant sur notre partie 7, module 3, sécurité de la défense avancée. Dans cette partie, nous allons voir l'architecture de sécurité d'entreprise, la modélisation des menaces et le durcissement des infrastructures. Ok, voici notre cadre stratégique. Établissement des piliers fondamentaux pour une posture de sécurité proactive et une résilience renforcée face aux vecteurs de menaces émergents. Principes fondamentaux de sécurité. Donc, il faut savoir qu'en sécurité, on a ce qu'on appelle architecture zéro trust et défense en profondeur. En architecture zéro trust, on va partir du principe de compromission et de la vérification explicite à chaque couche. Ici, l'accès est accordé sur la base de la confiance continue des appareils, d'une validation stricte des identités et des principes de moindre privilège sur les réseaux hybrides. Et enfin, on va parler de la défense en profondeur. La défense en profondeur est l'ensemble des contrôles de sécurité multicouches implémentés à travers le périmètre, les terminaux, les applications et les données. Si un contrôle échoue, les couches suivantes préviennent les mouvements latéraux non autorisés. Est-ce que c'est clair? Opération de renseignement sur les menaces. On a agrégation des télémétries en temps réel. Donc là, on va faire une collecte instantanée à partir des réseaux de capture, à partir de réseaux de capteurs mondiaux pour détecter les anomalies de manière immédiate. On a enrichissement automatique des indices de compromission. Donc là, on va utiliser des algorithmes de machine learning pour qualifier et contextualiser les indicateurs de compromission. On a opération de threat hunting qui consiste à faire une chasse proactive, axée sur les menaces persistantes avancées avant qu'elles ne s'exécutent. Et enfin, on a partage d'intelligence collaborative qui est l'ensemble des cadres d'échange pour corriger de manière préemptive les vulnérabilités de l'entreprise. Durcissement des infrastructures. Ici, on va voir la sécurité du noyau. Donc, l'infrastructure d'entreprise moderne exige des configurations de base rigoureuses, des images de serveurs immuables et un audit de conformité automatisé afin d'éliminer toute dérive de configuration. En appliquant une sécurité d'exécution stricte et l'isolation des conteneurs, nous réduisons la surface d'attaque et garantissons une résilience opérationnelle sous conditions hostiles. Voici les vecteurs de défense. On a défense de périmètre. En défense de périmètre, on a les pare-feux nouvelle génération, passerelles web sécurisées et atténuation intelligente des attaques par déni de service, protégeant les frontières du réseau. En protection des terminaux, on a des solutions EDR associées à l'analyse comportementale pour bloquer l'exécution des ransomware et des malwares 0D. Et enfin, on a la segmentation réseau, qui sont des micro-segmentations limitant les déplacements latéraux et contenant efficacement les brèches potentielles de sécurité. Voici l'impact et mesures de sécurité. Donc, on voit ici, en termes de taux de mitigation des menaces, on a 99,9%. Est-ce que vous voyez, c'est énorme. Et en termes de protection quantifiable, on a la mise en œuvre de pipelines de réponse automatisés rigoureux, réduit considérablement le temps moyen de détection et de la rémédiation. Et enfin, par l'intégration de notre architecture de télémétrie, cela garantit une vérification continue de la sécurité et un assainissement rapide sur l'ensemble des environnements de déploiement. Protocole de réponse aux incidents. Voici les différentes phases. On a les phases d'identification et de triage. Pendant cette phase, il y a les alertes automatisées qui isolent les processus suspects pendant que les analystes évaluent la portée. Et ici, l'impact clé, c'est quoi? L'impact clé ici permet de faire une réduction immédiate du temps de découverte. Notre deuxième phase, confinement et isolement. Pendant cette phase, les protocoles de quarantaine réseau empêchent les terminaux infectés de communiquer en externe. Et maintenant, l'impact clé de cette phase est l'arrêt instantané de la propagation latérale. Phase 3. Donc ici, on va faire une analyse de la cause racine suivie de restauration propre à partir d'images de référence.
Est-ce que c'est clair? Et maintenant, l'impact ici, c'est quoi? Un retour à un état opérationnel interne. Et enfin, on a revu post-incident. Donc ici, on va faire une forensique complète documentée pour mettre à jour les règles défensives et prévenir toute récurrence. Donc l'impact clé ici de cette phase est une amélioration continue de la posture de sécurité. Est-ce que c'est compris? Comparaison des niveaux de défense. Donc ici, on a deux niveaux de défense. On a la défense traditionnelle et la défense de la prochaine génération. Au niveau de la défense traditionnelle, qu'on appelle également legacy, on a une approche basée principalement sur le périmètre, autrement dit le château fort, la visibilité limitée et compartimentée des menaces internes, une rémédiation majoritairement manuelle entraînant des délais critiques et à la fin une vulnérabilité élevée face aux mouvements latéraux sophistiqués. Et maintenant, au niveau de la défense de la prochaine génération, on voit qu'on a une architecture zéro trust et une vérification continue de l'identité. On a une télémétrie globale unifiée alimentée par l'intelligence artificielle. On a une automatisation poussée des réponses et architectures. Et enfin, on a une micro-segmentation et un confinement instantané des incidents. Est-ce que vous voyez la différence entre la défense traditionnelle et la défense de la prochaine génération? Voici la réduction des vulnérabilités par phase. On a phase 1 qui est une phase d'audit. Voilà. Donc, ces étapes nous permettent de réduire la vulnérabilité au sein d'une entreprise. Donc, on voit ici, on dit quoi? On dit l'implémentation progressive des phases de durcissement de la sécurité démontre une baisse exponentielle de l'exposition aux vulnérabilités systématiques au fil du temps. L'audit constitue notre phase 1. Après, on a phase 2 qui est zéro trust. Et on a, au niveau de la phase 3, on a l'automatisation. Ça veut dire sur les serveurs, on a vu avec vous comment déployer des agents sur les serveurs. Et enfin, phase 4, on a l'automatisation. Est-ce que c'est clair? Voici notre feuille de route de déploiement. On a niveau 1 qui est l'évaluation. Donc, on va faire un audit complet de périmètre réseau et faire des découvertes des actifs. Phase 2, qui est notre zéro trust, on va faire un déploiement de la vérification continue des identités et des micro-segmentations. Phase 3, ici on a quoi? On a SIEM et SOAR. Donc on va faire une intégration de la télémétrie pilotée par intelligence artificielle et des scripts de réponse automatisés, comme on a vu avec Wazu. Et notre dernière phase, c'est quoi? C'est l'optimisation, ça veut dire le red teaming continu, test d'intrusion et affinement de la posture. Ok, voici la philosophie de sécurité que nous aimerions partager avec vous. Voilà, dans le cadre du conseil d'architecture de sécurité. Il faut savoir que la sécurité n'est pas un produit statique que l'on déploie, mais un état architectural évolutif maintenu grâce à une visibilité absolue et une vérification constante. Donc, ce conseil, c'est le conseil d'architecture de sécurité, également appelé CAD. Voilà, ce que beaucoup de chefs d'entreprise oublient, c'est quoi? C'est que lorsque eux ils font un audit aujourd'hui, ça va attendre encore 15 ans pour revenir faire un autre audit. Lorsqu'on fait un audit aujourd'hui, on pense que la sécurité est garantie pour 1000 années. Là, c'est une erreur à ne pas commettre. Est-ce que c'est clair? Donc, la sécurité n'est pas un produit statique. Ça veut dire c'est pas éternel. La sécurité, ça évolue. Voici notre lab pratique avec Corrigé. On va prendre le cas de FitTech Secure Ops, qui est une entreprise SA. Donc là, on va faire une surveillance, une reconnaissance et une réponse à l'incident. Voici notre contexte et scénario. Donc, FinTech Secure Ops SA gère des transactions financières et des données clients hautement confidentielles via une architecture hybride comprenant une zone démilitarisée critique et des postes de travail internes. Au cours des dernières 48 heures, le système de surveillance a relevé des anomalies comportementales majeures, des pics de trafic inexpliqués et des connexions sortantes nocturnes inhabituelles en provenance de la zone démilitarisée. En tant qu'analyste SOC et ingénieur en cybersécurité, votre mission consiste à exécuter le lab pratique de diagnostic, d'analyse forensique réseau, de traitement d'alerte comportementale et de formaliser le plan de remédiation conforme aux normes NIST et CISA+.
Objectif pédagogique et opération. Donc, notre objectif ici, c'est quoi? C'est de maîtriser les outils de diagnostic et de cartographie réseau avancés, à savoir Nmap, NSLOOKUP, Traceroute et Wireshark. Là, on a déjà vu ça. Deuxième point, analyser une phase de reconnaissance active non autorisée menée par un acteur malveillant. Troisième point, traiter une alerte comportementale sur un compte utilisateur compromis de Jean Dupont. Et enfin, on va concevoir et déployer un plan de réponse aux incidents appelé IRP, incluant le confinement des terminaux et la révocation des accès. Voici notre avertissement opérationnel. Donc, nous insistons sur le fait que ce lab reproduit des conditions réelles d'attaque sur un environnement de laboratoire sécurisé. On a sous réseau 192.168.80.0/24. Là, c'est notre réseau dans Metasploiter-Board 2. Donc, toute reproduction en dehors d'un cadre autorisé est strictement interdite. Est-ce que c'est clair? Très bien. Voici les différentes phases d'exécution de notre lab. On a phase 1. Dans la phase 1, on va faire une cartographie et un scan Nmap de la zone démilitarisée. Ça veut dire, le centre opérationnel de sécurité suspecte la présence d'hôtes non répertoriés ou mal configurés dans le sous-réseau de la zone démilitarisée 192.168.80.0/24. Vous devez réaliser un audit complet pour identifier les services exposés. Voici votre travail à faire. Vous allez exécuter un scan de découverte des services et des systèmes d'exploitation sur l'adresse IP cible. On a 192.168.80.135. Vous allez identifier les ports ouverts, les services obsolètes et les vecteurs d'entrée potentiels. Phase 2, vous allez faire une investigation DNS et faire une analyse de flux de routage. Donc, suite à la découverte de l'hôte, une résolution DNS suspecte a été capturée vers l'extérieur, suggérant l'utilisation d'une infrastructure de commande et de contrôle appelée C2. Votre travail est d'interroger le DNS de la zone démilitarisée pour analyser la résolution du domaine suspect et de tracer la route réseau vers l'extérieur afin d'identifier d'éventuels rebonds non documentés, également appelés Shadow IT. Phase 3, vous allez faire une analyse forensique packet avec Wireshark. Donc, on réalise ici qu'un volume anormal de données sortantes a été détecté sur le pare-feu de périphérie. Une capture de trafic a été isolée pour une analyse approfondie. Voici votre travail. Vous allez appliquer un filtre d'analyse sur le flux suspect. Vous allez quantifier le volume d'exfiltration. Vous allez identifier l'indicateur de compromission et qualifier le type d'attaque. Est-ce que c'est clair? Et maintenant, voici notre dernière phase qui est traitement d'alerte et réponse aux incidents. Donc, une alerte de l'outil UEBA signale des actions aberrantes sur le compte Active Directory de Jean Dupont depuis le poste 192.168.20.15. Voici le travail à faire. Vous allez formuler le plan d'action immédiate pour contenir la menace et couper l'accès compromis et initier la collecte des journaux d'événements Windows. Voici la correction à notre lab pratique. Corriger phase 1. Donc, au niveau de la phase 1, on va faire une cartographie et un scan Nmap. Donc, pour auditer le cible 192.168.80.135, on va exécuter la commande de scan ScanSyn avec détection de version. Voici les différents résultats. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le port 21 est critique, la vulnérabilité, il peut y avoir installation de backdoor. On a le port 22 qui correspond à OpenSSS est obsolète et le niveau de risque est élevé. On a le port 23 qui correspond au service Telnet à un niveau de risque également qui est critique. On a le port 80 qui correspond à notre hébergement d'application d'invulnerable web application qui est à un niveau de risque qui est également élevé. Et enfin, on a les deux ports 512 et 513 qui correspondent au protocole legacy non sécurisé avec un niveau de risque qui est très élevé. Vu le résultat de notre scan, voici notre conclusion. L'hôte identifié est un environnement de type Metasploiter-Board Linux aux configurations obsolètes majeures, présentant des multiples ports d'entrée par une attaque interne ou externe. Est-ce que vous voyez? OK.
Corriger phase de investigation DNS et routage. Donc là, on va faire une analyse des requêtes DNS transitant par le serveur de la zone démilitarisée qui est 192.168.80.135 qui révèle une résolution vers une adresse IP externe malveillante. Ainsi c'est clair. Donc voici notre constat d'investigation. On constate une mise en évidence des rebonds non documentés sur un serveur intermédiaire présentant une latence anormale qui est supérieure à 180 millisecondes. Donc cela confirme un tunnel de communication établi vers l'infrastructure de commande. Ainsi c'est clair. Corriger phase 3. Analyse de paquets par Wireshark. Donc on va analyser les paquets. Voici ce qu'on va tirer comme conclusion. On réalise qu'il y a environ 450 mégas de données exfiltrées en espace de 10 minutes. Est-ce que c'est clair? Donc, en termes de qualification, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que là, c'est une exfiltration active de données sensibles hors du périmètre de l'entreprise. Voilà. Donc, notre entreprise est en train de subir une attaque. Voici notre phase 4, alerte comportementale et réponse aux incidents. L'alerte comportementale émise sur le compte de l'utilisateur Jean Dupont indique une connexion inhabituelle depuis le poste 192.168.20.15 à 3h15 du matin, couplé à l'élévation de privilèges non planifiés. Voici notre plan d'action opérationnel à exécuter à l'immédiat. Donc, on a confinement des terminaux. Donc là, on va faire une isolation immédiate du poste compromis qui a pour adresse IP 192.168.20.15 du réseau d'entreprise via la console EDR pour stopper tout mouvement latéral. Étape 2, révocation des accès. Donc, il va y avoir une invalidation des sessions Active Directory et une réinitialisation immédiate des jetons d'authentification pour le compte de Monsieur Jean Dupont. Étape 3, collecte forensique. Donc, on va faire une récupération du dark memory du poste infecté et une extraction des journaux d'événements Windows ciblés. Et enfin, notre étape 4 qui est quoi? Qui est la documentation et clôture. Donc, on va faire une rédaction du rapport d'incident post-mortem selon les recommandations NIST-SP 800-61 pour alimenter la base de connaissances du Centre de sécurité des opérations et affiner les règles de détection SOR. Voilà, c'est ici que prend fin notre programme d'aujourd'hui. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Merci.